Donc là, on va passer aux questions-réponses, hein. La première question, si j'ai bien compris, euh, il a parlé de téléphone dans une zone. C'était quoi encore? Ah, ok, dans le projet qui start. Ok. Comment on a utilisé les données, ou bien le fait que tout le monde n'a pas un téléphone dans une même localité. Ok, parfait, je vois. Effectivement. En fait, si vous remarquez durant ma présentation, c'est pourquoi je vous ai dit, la manière de faire la statistique va changer. Parce que là, l'objectif, on ne se lève pas pour dire que on va utiliser des données AIS ou des données mobiles. Mais c'est le besoin qui va guider le type de données qu'on va utiliser. Vous voyez, donc, ça, c'est un métier, c'est ce qu'on appelle le data engineering. Si vous entendez parler de data engineering, c'est un peu ça son rôle pour l'architecte des données. Parce que nous sommes dans un écosystème où il y a énormément de données. Dépendamment du besoin, il y a un type de données adapté. Les données mobiles, il y a un besoin pour lesquels ce n'est pas adapté vraiment. Par exemple, là, c'est pourquoi Gistan, si vous remarquez bien, Gistan n'est pas parti dans une approche générale, mais c'est dans une approche chef de ménage. Oui, les indicateurs qu'on a pu calculer pour les chefs de ménage, c'est la même chose qu'on a essayé d'estimer avec Gistan. Parce qu'il est beaucoup plus probable de trouver des chefs de ménage avec des numéros de téléphone que de trouver tout le monde avec des numéros de téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la sélection, c'est pourquoi, quand ils ont utilisé les données du recensement pilote, confronté les deux bases, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher parce qu'on n'a pas le numéro de téléphone. Donc, ouais, on part de ce qu'on a pour faire nos estimations, pour faire nos calculs, pour essayer de mettre en place notre modèle. Là aussi, encore une fois, comme je dis, ce n'est pas quelque chose qui est X plus Y égale Z, mais c'est de la recherche, c'est de l'expérimentation. Mais on part des individus dont nous sommes sûrs qu'ils sont dans la base du recensement avec un numéro de téléphone et qui sont chefs de ménage, qui ont des numéros de téléphone dans le système télécom. Et vous voyez, là, on fait l'étude. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on résout le problème comme ça. Par exemple, aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets. Tu veux utiliser des données satellites, ce n'est pas adapté. Parce que le niveau de précision des données satellites, tu vois, on te parle de 10 mètres, de 15 mètres, de 20 mètres. Peut-être tu veux une précision de 1 cm. Là, les données satellites ne sont plus adaptées. Mais l'avantage des données satellites, il te donne un premier aperçu. Avec le recensement, par exemple, l'ANSD, c'est ce qu'il a fait pour sa cartographie. On a utilisé des données satellites pour faire une première, comment dirais-je, dressage du terrain côté cartographique. Mais après, on a acquis un drone qui nous donne 5 cm de résolution. C'est-à-dire, avant d'aller sur le terrain, les satellites nous donnent un aperçu. Parce que les terrains où il n'y a rien du tout, là, vraiment, les satellites reflètent. Et tu sais que là, il y a du sol, il n'y a rien. Là où il y a du bâti, là, tu parviens à reconstituer. Maintenant, il y a des camions qui se garent, s'ils se déplacent, le satellite peut-être peut le voir comme un bâtiment, alors que réellement, c'était un camion qui était garé. Ouais. L'avantage du drone maintenant, il va descendre, donner beaucoup plus de précision. Oui, et dans les mines aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. On utilise les données satellites pour avoir une vision qui n'est pas très, très précise, mais après, on combine ça avec des données du drone. Je pense que ça me permet de répondre à la question aussi. Je pense à la question 4. Il dit, avec ces données qui explosent, est-ce qu'on ne va pas vers une disparition des enquêtes et des renoncements? Non. Attention. Les sources de données-là, ils vous permettent, les données alternatives vous permettent d'estimer un certain nombre d'indicateurs, mais pas tous. L'objectif, c'est de compléter le recensement. On fait un recensement, on a un état général. Au lieu de se limiter uniquement à des projections démographiques et d'autres indicateurs qu'on peut projeter, parce qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui ont des motos, ouais, des motocyclettes, avec le recensement, tu interroges tous les ménages du Sénégal, tu l'as. Mais est-ce qu'on fait des projections sur ça? Le plus souvent, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas démographe, le plus souvent, on projetait un certain nombre d'indicateurs. Les données qu'on ne projetait pas maintenant, pourquoi ne pas utiliser d'autres sources de données alternatives pour les projeter? Donc, c'est comme si on vient en complément. Au lieu d'attendre 10 ans pour pouvoir avoir des informations sur certains indicateurs, avec des sources de données alternatives, on parvient à les fournir. Ouais. L'objectif, c'est pas
de dire que non, on va arrêter complètement le recensement. Mais c'est une complémentarité. Ouais, je peux dire à peu près, c'est ça la réponse. La deuxième question maintenant, par rapport aux données satellites et le PIB, là aussi, la réponse, je pense, est dans la présentation. Ce pas des solutions miraculeuses qui viennent comme ça, qui donnent X, Y égale Z. Effectivement, il y a des biais. C'est là, maintenant que je dis que le métier de statisticien doit se réinventer. Pour calculer le PIB en utilisant les données satellites, tu essaies de baser sur le taux de lumière la nuit, d'accord? Mais tu vas faire des enquêtes complémentaires pour te rendre compte que dans telle zone, s'il allume les là, derrière même, il n'y a personne. C'est pour telle raison, c'est pour telle raison. Donc, vous allez combiner ce que vous aviez appris en statistique avec d'autres nouvelles approches de faire. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce n'est pas que l'ancienne méthode va dégager, on vient dans une nouvelle méthode, mais c'est une combinaison. On va aller moins coûteux, on va aller plus vite, on va aller en ayant beaucoup plus de données. Les indicateurs qui se donnaient 10 ans, 5 ans, on va les donner tous les mois en combinant les deux approches. Ouais. Donc, l'objectif, c'est de nous rendre plus compétitifs. Troisième question, il dit comment adapter les nouvelles sources de données à nos réalités. Ça aussi, c'est une très bonne question. Moi, j'ai l'habitude de dire que si on veut attaquer le big data, l'intelligence artificielle, les technologies émergentes, ces nouvelles sources de données, comme le font les Européens, les Américains, les Asiatiques, mais on est mal barré. Parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Eux, comme dit l'autre, même le boutiquier du quartier, même la femme qui te vend du tcha, il a un système digitalisé où il trace ça. Nous, on n'a pas ces informations. Donc, le premier défi pour vous, pour nous, je dirais, nous tous, qui est dans le monde de la data, c'est cette digitalisation. Avant de parler de ces choses, il faut qu'on accélère la transformation digitale. Comment maintenant? En allant sur le terrain. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'ENSAE, au lieu de faire un cours de base de données, un cours sur R, un cours sur tel, on te donne un dataset, tu testes, tu fais l'examen, tu as un 19, mais qu'est-ce que tu as ajouté comme valeur ajoutée dans la société? Moi, je dis que tu n'as rien apporté, même si tu es majeur du programme. Alors que tu pouvais utiliser ce que tu as appris à l'ENSAE, tu aides ta maman qui vend du télé à disposer un système qui lui permet de collecter les données journalièrement. Après, il peut faire ses prévisions statistiques, il peut faire, je ne sais pas, il peut faire sa planification, et ainsi de suite. C'est ça où le jeune statisticien est attendu, moi, je pense. Deuxième levier sur lequel nous pouvons appuyer pour accélérer l'intégration de ces nouvelles technologies dans notre quotidien, c'est, comme je l'ai dit, utiliser aujourd'hui le edge computing. On n'a pas la possibilité de stocker des gigas de données par jour, par heure dans notre machine. Quelle machine ici peut recevoir 1 téraoctet de données par seconde, ou par minute, ou par heure? Pas. Mais on peut utiliser des alternatives qui nous permettent d'extraire l'information que nous voulons et de l'utiliser dépendamment de notre moyen dont nous disposons. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut qu'on utilise nos forces. Si vous voyez bien, j'ai beaucoup insisté dans la présentation que le statisticien de demain, le data scientist de demain, l'informaticien de demain africain, s'il ne collabore pas, il va disparaître. Si tu dis non, moi je suis le statisticien, c'est moi qui fais tout, tu vas aboutir à rien du tout. Déjà, on n'a pas les mêmes puissances de calcul que les jeunes qui sont en France. Tu travailles à l'INSEE, tu as tellement d'ordinateurs, tu as tellement de serveurs, tu as tellement de GPU, tu peux lancer des requêtes comme pas possible. Nous, si tu lances des requêtes, tu dois attendre 3 jours pour avoir le résultat. Donc, il faut qu'on travaille. Et toi, tu prends un segment, tu accélères, l'autre prend un segment et on collabore. Malheureusement, en Afrique, chacun veut faire plus. Ouais, il faut qu'on parte maintenant dans une dynamique de collaboration. L'essentiel, chacun amène sa touche, après on accélère. Imaginez le projet, il y a un informaticien développeur, il y a un administrateur de base de données, spécialiste sécurité, un spécialiste de la loi, un géomaticien, des statisticiens, un démographe, et ainsi de suite, des data scientists, des data analystes. Là, c'est une équipe extrêmement puissante. Chacun va se concentrer sur une brique et après, on va viser l'objectif final. Mais si chacun veut laisser dans son silo, là, ça pose problème. Ouais. Donc, c'était ça la réponse par rapport à la deuxième question. Donc, l'autre chose aussi pour compléter par rapport à la deuxième question sur le PIB, il faut continuer la documentation et l'archivage. Tu travailles sur un modèle, ce n'est plus comme autrefois. Tu prends des données, tu lances ton modèle, tu appliques comment on les appelle, pour vérifier est-ce que le modèle est correct, non, R2, je ne sais pas.
Oui, comment on les appelle? Oui, mes outils de test pour voir ça ne se passe plus comme ça. Là, puisque tu dois faire des milliers d'itérations, chaque fois que je teste, je note le résultat, je note le poids, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comme les réseaux de neurones. Au fur et à mesure, ce sont ces informations collectées qui vont m'aider à améliorer mon modèle. Mais ce n'est pas un modèle X plus Y égale 0. Maintenant, les enquêtes et les recensements ne vont pas disparaître parce qu'ils ont un plus. Seulement, on peut utiliser ces données-là pour les rendre moins coûteuses. Par contre, il y a des enquêtes qui vont disparaître. Dans la mesure où, je donne un exemple. Comme vous dites, aujourd'hui, allez à la BRT avec cette étude. Allez à la Terre. Est-ce que vous leur voyez faire des enquêtes sur le nombre de personnes qui ont fréquenté les trains? Non. Parce qu'ils ont un système qui compte à la seconde près. Aujourd'hui, tu pars à la CETUD, à 22 heures, ils peuvent te dire avec exactitude à peu près, ils ont eu combien de passagers aujourd'hui? Oui, parce qu'on a digitalisé ce système qui capte les données en temps réel, là, on n'a plus besoin de compter. Par contre, les enquêtes qui ne vont pas disparaître à la CETUD, c'est par exemple les enquêtes de satisfaction. D'accord, ils peuvent automatiser même l'enquête de satisfaction en mettant des boutons si tu appuies. Mais qui a appuyé? Hein? Est-ce que c'est un jeune? Est-ce que c'est un commerçant? Oui, c'est là où l'enquête sociodémographique va aider. Et mieux même, avec les données vidéo même, on peut même aller plus loin. On te demande d'appuyer sur 3 boutons. Tu es content, tu n'es pas content du service aujourd'hui, et ainsi de suite. Mais en lisant la vidéo, avec les technologies de Python, YOLO par exemple, on peut te dire est-ce que c'est un jeune, est-ce que c'est un vieux, est-ce que c'est un ouvrier, et ainsi de suite. Ça, c'est des sujets de recherche qui se développent. Mais ce que l'enquête donne, que ces sources de données ne peuvent pas donner, c'est les autres détails. Tu travailles dans quel secteur? Est-ce que tu es fonctionnaire? Est-ce que tu n'es pas fonctionnaire? Ouais. Peut-être qu'on pourrait le combiner avec les données mobiles, mais ouais. Donc, il y a une partie des enquêtes qui vont disparaître parce qu'on n'en a plus besoin. Là, on le produit à travers des systèmes de production. Et c'est cette digitalisation qui est un grand défi pour nous. Il faut qu'on parle rapidement dans ça et surtout dans l'archivage. Si la NASA nous permet de voir les données de notre quartier qui a 15 ans, c'est parce qu'ils stockent les données en permanence. Mais nous, si chaque fois qu'on fait une étude, une enquête, on sort les résultats, on jette les données à la poubelle, dans 10 ans, comment on va retrouver ces données? Il faut accélérer l'archivage. Moi, je l'ai recommandé même, je ne sais pas si ça existe encore ou non à l'ENSAE, mais ce serait bon pour commencer à avoir un gros serveur où toutes les données produites dans le cadre de mémoire, vous les stocker et vous les documenter. Ça peut se vendre dans l'avenir. OK? Cinquième question, côté méthodologie. Effectivement, les méthodologies ne sont pas les mêmes et c'est là la force des instituts nationaux de statistique. Côté méthodologie, ils ont les meilleures méthodologies, mais s'ils continuent à dormir dans leur laurier, les gens vont les dépasser. On a les meilleures méthodologies, d'accord? Mais il faut qu'on part inviter les autres à venir nous rejoindre. Moi, c'est ça ma vision. Sinon, ils ont tellement de données, ils sont en train d'améliorer leur modèle au quotidien, ils vont finir par convaincre les décideurs. Ils vont convaincre les décideurs qu'ils parviennent à fournir les meilleurs indicateurs que nous. Et après là, on va disparaître. Donc, l'idée, c'est de collaborer avec eux dès le départ. L'INS garde la partie méthodologie, eux, ils gardent la partie données, on trouve ce consensus. Moi, je pense que c'est là où on doit aller. Pour résumer ces 4 questions avant de répondre à la dernière, moi, je pense qu'il faut qu'on ose innover. Si on veut rester dans cette manière de faire, ou qu'on doit attendre chaque fois que quelqu'un vient de l'INS Paris, ou des États-Unis, ou de l'Israël, pour nous former sur comment ça fonctionne, on peut commencer nous-mêmes. On peut commencer, on accélère, comme je dis. Comment on va commencer? L'étudiant de première année, s'il termine ses études, il a passé avec brio. Au lieu d'aller passer les vacances à jouer du foot, il dit, moi, dès à présent, j'imagine, je prends les données vidéo, je peux faire carrière dans ça. Donc, tu es en train d'anticiper ton sujet de fin d'année, mais les 1 mois de vacances, par exemple, au moins tu lis la documentation. Tu vois comment ça fonctionne, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu as un certain nombre d'informations. Ouais. En deuxième année, tu améliores ce que tu as appris, tu incrémentes, et ainsi de suite. Et ça me permet de répondre à la 6e question. Il a parlé du freelance. Tout ce qu'on a dit là, ça revient vers le freelance. Hein? Donc, tout ce que je vous ai montré ici, je sais que c'est des technologies qui sont en train de monter en puissance. Celui qui maîtrise, rapidement, tu peux commencer à gagner de l'argent dans ça. En allant dans le freelance, toi, étudiant, tu vas gagner 4 fois devant tes camarades de classe. Premièrement,
tu seras beaucoup plus pratique. L'année dernière, par exemple, j'ai l'habitude de raconter cette anecdote. C'est un étudiant qui n'est pas à l'ENSA, il est dans une autre école où l'enseignement est tout général, il fait de la statistique. Je l'ai formé à utiliser Survey Solutions, par exemple, à distance. Il a postulé dans un site de freelance, il a gagné un marché, il a eu 900 000. Il a travaillé avec des Américains. Et c'est à distance. Tu n'es pas obligé de les connaître même. Ils ont démarré une enquête avec Survey Solutions, ils sont bloqués. Donc, ils veulent des modifications. L'étudiant leur dit, moi, je peux le faire. Il part rapidement apprendre, il met en œuvre, on lui paye. Il commence à avoir des relations avec des Américains, ce qui se trouve dans son CV, c'est de l'expérience. Deuxièmement, il gagne de l'argent. Troisièmement, il pratique ce qu'il apprend à l'école. Parce que ce qu'on apprend à l'école et la réalité des entreprises, il y a une différence. On le fait ou non. Le fait d'être dans un projet, tu vois comment on fait les modifications du questionnaire, comment on agence le questionnaire, comment on déplace les solutions. C'est une expérience supplémentaire. Donc, tout étudiant, moi, je lui aurais recommandé d'identifier un ou deux sources de données supplémentaires et de faire focus sur ça et de faire des groupes. Maintenant, le freelance va au-delà. Tu peux travailler dans la conception d'enquête, dans l'analyse, dans la collecte, dans la formation. Je connais des étudiants, bon, pas au Sénégal, mais dans d'autres pays, qui se font beaucoup d'argent parce qu'ils enseignent dans YouTube R. Un étudiant de première année qui dit, moi, je vais être un expert en R. Ouais, là, tu commences à enseigner R en ligne. En enseignant R en ligne, tu es en train de réviser des cours. C'est sûr que dans l'école, tu seras le meilleur en R. Tu gagnes des relations professionnelles, tu développes ton réseau. C'est ça qui te. Bon, malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, je pense que un des problèmes maintenant, c'est le groupe horaire. Vous savez, trop de cours, ça, je ne pense pas que ça soit évident. Donc, il faut être dans le juste milieu. Si vous prenez tout votre temps, vous le mettez dans le freelance, puisqu'il ne tombe dans les examens. Donc, il faut équilibrer les deux. Mais l'astuce maintenant, c'est pour répondre à ta question. Moi, je pense que le défi de la junior entreprise de l'ENSAE, du nouveau bureau de l'ENSAE, c'est comment mettre en place cette petite entreprise qui va aller capter des marchés, qu'il va convertir en TP qu'on va donner aux étudiants. Oui, parce que là, hein? De toute façon, un projet comme ça, les premiers gagnants, c'est vous. Parce qu'au moins, vous allez pratiquer aujourd'hui. Combien de TP vous faites dans l'année? Mais des dizaines. À quoi ils servent? Le plus souvent, on les jette à la poubelle. Donc, vous faites les TP juste pour avoir la connaissance. Alors que vous auriez dû utiliser ces TP pour faire de l'argent. Et c'est exactement ce que j'explique dans mon livre, Comment ne plus jamais chômer. D'ailleurs, c'est ça qui augmente le chômage en Afrique. En Inde, dans certaines écoles et universités, c'est le modèle qu'ils ont mis en place. Aux États-Unis, comme ça. C'est-à-dire l'étudiant ne fait plus seulement des TP pour les jeter à la poubelle. On doit faire TP SPSS. Ce n'est pas un TP imaginé par le prof téléchargé sur le net. Mais on va chercher un client qui veut du travail sur SPSS, on le découpe, on le donne à la classe. Vous voyez, là maintenant, pour réussir ce défi, il faut que la junior entreprise recrute des travailleurs dans l'avenir. Et ces travailleurs, ça peut être vous. Pour preuve, regardez ces images que j'ai tirées de mon livre. Bon, il y a un chargeur, ça c'est là, un chargeur USB type C. Là, vous voyez, sur mon livre, j'ai donné l'exemple de ce gars-là. Il s'appelle Marc Vujicic. Là, j'essaie de faire une relation entre ce qu'on a présenté dans la conférence sur l'usage de nouvelles sources de données dans les statistiques, ce que vous apprenez à l'ENSAE et le monde professionnel. Il est né sans bras, non, c'est l'autre, c'est le USB type C. Il est né sans bras, sans pied. Ce n'est pas un accident, mais il est né comme ça à cause d'une maladie. Il a 5 métiers. Il est motivateur, il est nageur, il est conférencier, il est peintre, il est parachutiste. Donc, il faut repousser les limites. Vous voyez, toi, l'ingénieur statisticien maintenant, le futur ingénieur statisticien, non seulement tu as appris tellement de choses, tu as tes bras, tu as tes pieds, et toi, tu dis non, moi, je me limite uniquement à ça. Vous voyez, il parvient à faire tout ça. Ça, c'est un exemple. Au même moment, tu vois des gens qui ont des iPhones, qui ont beaucoup d'argent, qui disent que non, je suis au chômage. C'est parce qu'ils ne veulent rien faire. Il y a les copines par là, il y a les séries téléfilms à ne plus en finir, et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple tiré du livre aussi qui te dit que fais attention aux diplômes. D'accord, les diplômes, c'est important. Mais souvent, c'est l'expérience qui compte. Moi, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui,
Ce n'est pas des choses que j'ai appris à l'université. Je l'ai appris dans le cadre de ma carrière professionnelle, je me documente et ainsi de suite. Oui. Donc, il faut faire la différence entre avoir de l'expérience et avoir des diplômes. Autre image qui est dans le livre que je vous invite à acquérir, c'est tout ce qu'on disait durant la réunion. Vous voyez cette image? En 2009, par exemple, s'il y avait une manifestation, on recrutait un hélicoptère, on recrutait un caméraman pour pouvoir filmer le déroulement de l'activité. Ils sont disparus. S'ils ne se sont pas réinventés, on n'a plus besoin de ça. Maintenant, on est juste un drone. Donc, le statisticien, l'informaticien, le data scientist, il est obligé de réinventer son métier. Si tu te dis non, je suis sorti de la meilleure école d'Afrique, je sais faire tel modèle, je maîtrise tel. Mais tu vas aller dans les entreprises qui vont te dire ce dont tu parles là, à quoi ça sert? Et j'aime donner l'anecdote de notre ancien DG, qui a dit que quand il a terminé ses études comme ingénieur statisticien économiste, il est parti aux États-Unis, il dépose un emploi. Les gens lui disent c'est quoi ingénieur statisticien économiste? Ils ne connaissent même plus. Parce que c'est trop général. Il a fallu qu'il passe se former sur des trucs spécifiques pour dire que je cherche un métier en tant que tel. Aujourd'hui, dire que je cherche un métier, je cherche du travail comme ingénieur statisticien économiste. Moi, dans la plupart du temps, je peux dire que c'est aberrant. À l'AMD, c'est pas là. Mais tu sors de l'AMD, ce n'est plus valable. Tu cherches un métier, tu cherches du travail comme data analyst, ou comme data ingénieur, ou comme data scientist, ou comme gross hacker, je ne sais pas, ou bien spécialiste financier, spécialiste de la planification, ça. Et dire que je suis tel, c'est comme dire ingénieur informaticien, ça c'est trop vague. Mais il faut dire je suis développeur mobile, je suis développeur web, je suis administrateur de base de données, je suis, ouais. Et donc, cette image aussi est tirée du livre qui vous dit que if you can change your mind, you can change your life. Je vous assure que dans cette salle, celui qui dit que moi, je vais être milliardaire dans tant d'années, il le sera. Tout dépend des objectifs que vous fixez. Autre chose, une image qui vaut beaucoup d'argent aussi, c'est ça. Pour gagner de l'argent dans la vie, il n'y a pas seulement le fait d'aller chercher de l'emploi, mais il y a le freelance dont on parlait tout à l'heure. Dès demain, tu peux commencer à faire du freelance. Tu as appris SPSS, tu maîtrises SPSS, quelqu'un veut du travail d'une journée sur SPSS, tu te le donnes, tu pratiques et tu payes. Souvent, c'est des travaux de 2 jours, souvent une semaine, souvent un mois, et ainsi de suite. On peut bien combiner avec les études. Je ne dis pas d'arrêter les études pour aller travailler entièrement du freelance. Non. Mais on peut combiner les deux. Le temps que vous mettez dans les matchs de foot, le temps que vous mettez dans les copinages, le temps que vous mettez dans autre chose, on prend ce temps, on le met dans le freelance. Et on devient expert dans ce domaine. Autre chose, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Tu crées ton entreprise, toi, et tu recrutes d'autres qui travaillent pour toi. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer le plus grand cabinet statistique du Sénégal. Tu n'es pas obligé d'être statisticien, mais tu vas recruter des statisticiens qui vont travailler pour toi. J'ai proposé beaucoup de projets à l'école et aux juniors entreprises. Et un des projets de l'entrepreneuriat qui touche les sources de données alternatives que je propose ici, c'est quoi? J'en ai déjà parlé à certains étudiants. Il y a aujourd'hui des sites de sondage en ligne où, depuis ton téléphone, tu remplis, on te paye. Puis, moi, je pense qu'il faut que l'ENSAE démarre rapidement un système comme ça. Soit l'ENSAE, soit l'amicale des étudiants. L'idée, c'est quoi? C'est comme si vous créez une grosse base de données. Vous allez collecter beaucoup de données et vous stocker. Collecter pour stocker, collecter pour stocker. L'idée, c'est que demain, comme l'exemple que je vous donne, si quelqu'un veut faire une étude de marché, il n'a plus besoin d'aller vers un cabinet, mais vous avez déjà les données. Vous voyez, je m'explique. Imaginez, vous créez une base de données. Chaque jour, vous demandez aux Sénégalais qui habitent Dakar de vous remplir un formulaire sur le transport. Vous imaginez les données que vous collectez. C'est énorme. Demain, si quelqu'un veut faire une étude de marché, vous avez de l'avance. Un système comme ça. Certains vont me dire comment on va avoir de l'argent. Nous sommes des étudiants, mais vous pouvez collaborer avec d'autres. Malheureusement, en Afrique, on sous-estime certaines techniques qui peuvent mener très loin. Voici une idée de comment financer un projet le projet dont je vous parle. C'est en utilisant ce qu'on appelle l'économie d'échelle et un peu les finances participatives. Donc, je sors l'excès. Regardez. Est-ce que vous savez que il y a combien d'étudiants à l'ENSAE? Je ne sais pas, à peu près 300. Hein? Je donne juste un exemple.
OK, supposons les 150 étudiants de l'ENSAE. Ils disent qu'on va lancer un projet comme ça sans passer par les banques. On n'a même pas besoin de faire prêt. Mais on va collaborer avec les autres étudiants du Sénégal et d'Afrique qui souhaitent rejoindre notre projet et ils vont cotiser 4 500 francs par mois. Vous voyez, c'est d'accord que ça, ce n'est pas beaucoup. Imaginez, si je divise ça par 30, c'est 150 francs par jour. Avec une cotisation de 150 francs par jour que vous avez ça, en 12 mois, vous allez lever 1,8 milliard. Ça, vous ne le saviez pas. Vous le saviez, mais vous ne le saviez pas. Il suffit que vous réunissez, créez ce projet, vous invitez les autres à venir rejoindre en tant qu'actionnaire. Chacun s'engage à courser 4 500 par mois, je dis, vous levez 1 milliard de francs. Avec les 1 milliard, vous mettez en place votre data center, recrutez vos développeurs, les statisticiens, et vous payez même des gens qui vont répondre au sondage. L'avantage, c'est d'avoir énormément de données sur beaucoup de secteurs. Et demain, vous allez damer le pion au cabinet d'études et de planification qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'industriels, beaucoup d'usines, avant d'installer au Sénégal, passent par ces cabinets qui font des enquêtes, qui font une étude de marché pour le donner. Et en Europe, aux États-Unis, des gens vont créer des systèmes comme ça. Pourquoi pas vous? Déjà, demain, vous pourriez même vendre des données à l'ANSD parce que vous avez un système qui collecte des données en permanence. Hein? Maintenant, comment faire pour rendre les données là de qualité? Ça, c'est autre chose. Et déjà, les sujets de mémoire vont sortir dans ça. Mettre en place un système, c'est un sujet de mémoire. Valider la qualité des données. Parce que les données issues des enquêtes et des recensements avec l'échantillonnage sont de haute qualité. Mais là, c'est des données collectées au hasard. Comment faire pour calibrer le modèle de collecte qui soit le meilleur telle thématique? Ça, c'est un sujet de recherche. Et travailler dans ça, et voici l'innovation. Ouais. Donc, c'est l'astuce là que je donnerai dans l'entrepreneuriat et l'investissement, et je parle de ça ici. La dernière image que je vais vous montrer, que j'utilise dans mon livre, c'est ça. En Afrique, malheureusement, les jeunes et beaucoup de nos parents, ils brûlent leur opportunité, un effort pour un confort temporaire. C'est comme ce gars, au lieu de prendre l'échelle, d'endurer la fraîcheur, de prendre calmement l'échelle et de sortir, il coupe ça, il se chauffe. Mais la bourse que vous utilisez pour manger, c'est ça. Des gens ont lancé des entreprises à partir de leur bourse. L'actuel président de la République du Sénégal dit que c'est le rapport de sa bourse qu'il a utilisé une partie, additionner l'eau dans son village. Pourquoi pas vous cotiser 4 500 francs de votre bourse, lancer des entreprises que je vous ai montré. Malheureusement, ce n'est pas des choses qui s'enseignent dans nos écoles. Et c'est là où va le monde. Le développement d'un pays ne peut pas se faire sans l'entrepreneuriat et l'investissement. Si on doit attendre maintenant uniquement que les étrangers investissent, s'ils investissent, ils dictent leur loi. Donc, c'est un peu ce que je voulais donner comme réponse pour le freelance. Maintenant, merci. Maintenant, revenons à notre thème d'aujourd'hui. Il y a des plateformes de freelance en ligne. Il y en a une infinité. Tapez par exemple freelancer ou site de freelance en ligne. Inscrivez-vous. Maintenant, le conseil que je vous donne, ne vous dispersez pas. Prenez un seul ou deux au début. Commencez de petites tâches, même si on ne vous paye pas. Prenez R, prenez SPSS, prenez, je ne sais pas, l'analyse des documents, tout ce que vous voulez, les bases de données. En tout cas, quelque chose que vous apprenez à l'école et essayez de travailler dans ça. Là, vous allez gagner 2 fois. Ça vous permet de mieux maîtriser ce que vous apprenez à l'école. Ça vous permet de gagner un peu d'argent. Et sans aller loin même, un freelance, ce n'est pas toujours en ligne. Quelqu'un parmi vous peut mettre en statut. Je suis étudiant à l'ENSAE en deuxième année. Je donne des cours de statistiques. Je donne des cours de modèle paramétrique, je ne sais pas, des cours d'estimation. Tu vas voir des thésards qui ont besoin de ça. Ils te donnent un 20 000. À distance, tu les formes chaque samedi, 1 heure de temps. Il y a tellement d'opportunités. Je vous assure que si vous saviez le potentiel qui est en vous. Mais malheureusement, nos écoles, ils vous limitent juste dans un seul canevas. C'est ça le dommage, quoi. Hein? Moi, je pense que maintenant, on rester à l'ENSAE, faire ses études en ayant de bonnes notes, mais en faisant du freelance. Participer au hackathon. Votre sujet de mémoire que vous utilisez, par exemple, allez en faire une entreprise en le présentant dans les hackathons. Jean qui est là, il est en carrière d'ingénieur statisticien économiste. L'année dernière, il a remporté un prix en data journalisme. Vous voyez? Il s'est donné à fond, il a remporté. Pourquoi il ne fait pas une carrière d'économiste? Il y a d'autres étudiants de l'ENSAE.
parlant de nouvelles sources de données, il y a des étudiants de l'ENSAE qui ont fait une proposition assez intéressante. Malheureusement, je ne sais pas s'ils sont connus le projet. Ils ont proposé une alternative à l'État du Sénégal, collecter les données sur le secteur informel. C'est une bonne proposition. Ils ont proposé de développer une application mobile qui permet aux gens du secteur informel d'avoir un outil de comptabilité. Et derrière, c'est de collecter les données sur leur position géographique, le type d'activité qu'ils font, et ainsi de suite. Ça, c'est un projet qu'il faut continuer à développer. Oui, je vous assure que vous pouvez aller très loin. Bon, je ne sais pas s'il y a une autre question. S'il n'y en a pas, je vous montre ma chaîne YouTube que je vous conseille d'aller visiter. Oui. OK. Oui, allez-y, allez-y. Ah, excusez-moi. Oui, allez-y. Avant de connaître, il y a une question en ligne qui dit l'avancée des technologies suscite les data ingénieurs de structurer les données. Oui, c'est ça. On a des données non structurées. J'ai oublié de le dire. Ça, c'est un métier, c'est un travail des data analystes, des data ingénieurs. Comment relever ce défi de manque de ressources humaines? OK, c'est une très bonne question aussi. Quelle serait la place du statisticien avec le monde moderne et l'arrivée de l'IA générative? Comment relever le défi du budget? Je l'ai déjà dit. Comment l'ingénieur statisticien va faire pour s'adapter? Comment le Sénégal et nos pays d'Afrique francophone, ça aussi, je vous assure que nous sommes en train d'aider nos pays sans s'en rendre compte à cette question. Il dit, nous avons un problème de ressources humaines. Il a raison. Il peut aujourd'hui travailler avec des données audio. C'est rare. Ce qui me fait beaucoup plus mal, les rares étudiants, surtout de l'ENSAE, qui commencent à développer des techniques dans ça, au lieu de rester servir le pays, ils partent en France ou au Canada. Ça aussi, ça pose problème. Vous partez au Canada, c'est une grosse perte pour nos pays. Hein. L'État a passé 20 ans à mettre des millions sur quoi? Je ne suis pas contre partir. Mais quand vous partez, revenez. L'actuel directeur, il était au Canada, mais il est revenu. M. Fofana, il était en France, mais il est revenu. Donc, même si vous partez à l'étranger après vos études, moi, je vous invite à revenir un jour aider vos pays. Actuellement, on a Mbouch qui est à la DFC, c'est un data scientist. Il a fait l'ENSA comme vous. Il était parti au Canada, il travaille, mais il est revenu. Donc, si nous, on est obnubilés par ce fait de voyager, on est en train de tuer nos pays. Et ce qu'ils font, les jeunes sont en train de faire des choses qui explosent ici. Maintenant, le début n'est pas facile et il faut commencer tout de suite. Mais moi, je pense comment on peut relever ce défi, ça, c'est surtout l'État. Moi, je pense que l'État doit mettre des contraintes. En tout cas, moi, si j'avais une recommandation à donner à l'État par rapport à l'ENSAE, c'est que celui qui fait le concours, qui réussit, on te forme, on te donne une bourse. Tu ne peux pas aller à l'étranger dans les 5 ans. Ou bien il faut rembourser. En Chine, c'est comme ça. En France, c'est comme ça. Au Canada, c'est comme ça. Dans le privé, dans les entreprises privées, c'est comme ça. On prend les meilleurs profs du Sénégal, on prend des bourses. Hein? Il y a madame qui quitte à cause de ce que j'ai dit. Hein? On vous forme pendant 5 ans, vous partez servir des Français. Je ne suis pas contre. Tu peux partir, mais au moins tu rembourses. On forme d'autres jeunes. Donc, il faut ce patriotisme si on veut relever ce défi. Un. Deuxièmement, pour relever le défi, il faut adapter les curricula au monde moderne. Moi, c'est ça ma deuxième recommandation. La troisième maintenant, même si vous partez à l'étranger, au moins revenez donner des cours, donner des ateliers, donner des séminaires à ceux qui sont restés au pays. Par exemple, il y a Mousli. Mousli qui vous fait les cours de machine learning. Elle est pas au Sénégal, mais elle revient vous faire des cours. Yok, l'année passée, il est revenu faire l'école d'été. Moi, je pense que c'est ce patriotisme-là qui peut permettre de relever le défi. On manque de ressources humaines, mais au moins, essayons d'autres choses. Moi, aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de mon temps pour venir faire une conférence, que chacun fasse ça. Que chacun essaie d'échanger, de proposer, on essaie de bâtir, et après, ça peut donner quelque chose. Mais si peu de gens le font, ça n'ira pas. L'amicale des étudiants a une responsabilité dans ça. Ce n'est pas seulement l'État et la direction. L'amicale des étudiants a tellement d'opportunités. Moi, personnellement, j'aurais recommandé cette année de ne même pas faire de journée d'intégration, mais de faire une journée dédiée à l'innovation. Vous appelez les chefs d'entreprise pour leur montrer
Vous leur montrez vos perspectives. Journée d'intégration, depuis toujours, on le fait, on danse, on chante, d'accord. Mais qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée? Bon, c'est mon point de vue. Allez-y, merci. Oui, oui. Oui, très bien, merci. Merci. Sa question est très, très importante. Mais avant de continuer, je vous parle de ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Une bonne partie des choses que j'ai énumérées ici sont déjà là. Par exemple, j'y montre comment se préparer pour ne pas chômer après ses études, comment convertir son mémoire de fin d'études en business ou entreprise, comment faire du freelance, toutes ces choses-là. Bon, beaucoup d'informations sur même de hackathon, comment participer, comment rencontrer des prix, tout ça. Donc, comment faire pour avoir d'excellentes notes à l'école, tout ça, des techniques d'apprentissage, de neurosciences, tout ça, j'y parle, quoi. Vous pouvez vous abonner et le partager. Maintenant, par rapport à sa question, il faut savoir que, attention, d'ailleurs, ça fait partie des défis. Je l'ai cité dans les défis. Quand on veut utiliser ces nouvelles sources de données alternatives, un des grands défis, c'est le travail d'apurement et de traitement. Parce que les enquêtes issues du recensement, les données issues d'une enquête, de recensement, on peut les apurer, mais ce n'est pas trop difficile parce qu'on les maîtrise. On maîtrise ces données. Alors que ces données-là, les nouvelles sources de données, comme les données vidéo, les données mobiles, leur apurement, ça prend un temps fou. D'ailleurs, il faut énormément de temps de boucle pour aboutir aux bonnes informations. Et la manière d'apurer a changé. Ce n'est plus que je charge mon dataset dans SPSS, dans Stata, j'applique telle formule, je fais mon codec, je ne sais pas, cas plus proche voisin, et ainsi de suite, j'implique tel. Ça ne se passe plus comme ça. Ça veut dire qu'avant même d'arriver à la base finale de l'enquête ou du recensement que tu as fait, il y a un grand travail de préparation. Et donc, celui qui veut travailler avec les nouvelles sources de données, il faut qu'il se forme dans ça. Et là, le plus souvent, soit tu prends Python et tout ce qui est fonction de calcul, de traitement, de correction des données, tu dois les maîtriser. Soit Python, soit R, soit SPSS, soit Stata, tout ce que tu veux. Et c'est un réel problème. Par exemple, je prends l'exemple du web scraping. Le web scraping qui collecte des données, c'est des données en zigzag. Hein? Des colonnes sont déplacées, des colonnes sont masquées, des champs sont fusionnés. Il faut que tu reviennes le plus souvent, ligne par ligne, pour faire le bon formatage, avant même d'avoir les données. Tu prends les données MPD, les mobile phone data, je reviens là, par exemple, je reviens là, vous prenez les données de téléphonie mobile, une des plus grosses difficultés, ce n'est pas international.
C'est-à-dire Orange. La manière dont il stocke ces données CDR, c'est différent de l'opérateur en Indonésie. C'est différent de Tigo. Chaque grand groupe a sa manière de stocker les données. Certains, c'est des fichiers sous format CSV, par exemple, avec les espacements. D'autres, c'est des données en zigzag. Tu dois travailler, tu peux facilement te trouver avec 1000 fichiers. Ou tu peux trouver sur place 1 million de fichiers que tu dois fusionner. Tu fusionnes le contenu, donc, avant de faire un traitement. En interne, maintenant, on a commencé. Quand on utilisait le web scraping avec l'indice des prix, les jeunes qui ont travaillé dans ça, ils ont fait beaucoup de fonctions de correction, de nettoyage, et ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qu'on prévoit en amont. Comme je vous dis, le métier de statisticien change. Il ne faut pas attendre que les données soient là, voir comment les appeler. Non. C'est lors de la création du projet. Au début que tu imagines, parce que les données vidéo, on prend un exemple. Imaginez le directeur de l'ANSD vous dit, je veux voir combien de personnes sont passées dans chaque couloir par jour. Ne me dis pas que vous allez compter. En regardant les vidéos avec l'IA, on peut le faire. Mais tu extrais les données, ils viennent sous un autre format. C'est comme si je prends les données vidéo, je les factorise sous forme de matrices. Et je travaille avec ces matrices. Mais ces matrices ne sont pas directement diagonalisées. C'est tellement désordonné. Ouais. Donc, il y a même une autre manière de faire de l'appuyement d'abord avant d'aboutir aux données sur lesquelles je vais travailler. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Maintenant, on a des exemples. S'il y a quelqu'un qui veut être spécialiste de ça, il peut commencer à lire ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing. Là, vraiment, c'est même des données textuelles. Je n'ai pas parlé de données textuelles, mais on ne te donne pas des données sous un champ. Mais imaginez, on fait le recensement, et chaque individu, toutes ces données sont dans une seule chaîne que tu dois découper. Oui, donc c'est ça la première réponse. Par rapport à ceux qui font des formations courtes, comme les AS, effectivement, ça rejoint ce que j'ai dit dans mon livre. Et ça rejoint ce schéma-là. Beaucoup d'étudiants, je l'ai dit dans le livre. D'accord, vous qui avez fait l'ENSAE, c'est pour aller dans le monde de tout ce qui est statistique économique. Mais il vous faut définir un autre objectif. Si vous ne l'aviez pas fait, faites-le tout de suite. Moi, je peux vous accompagner dans ça. D'accord, vous avez l'objectif de passer avec brio, d'être major de la classe, d'avoir son diplôme. Mais et après, est-ce que c'est pour aller travailler dans le public? Est-ce que c'est pour aller travailler dans le privé? Est-ce que c'est pour aller dans le freelance? Est-ce que c'est pour créer votre propre cabinet? Est-ce que c'est pour devenir freelancer? Il faut fixer cet objectif. Regardez, je vous donne l'exemple d'un ingénieur statisticien économiste comme vous qui a fait des études à l'INSAE de Cameroun. Hein? Hein? Ouais, lycéa. Mais elle ne travaille pour personne, elle travaille pour elle-même. Elle est là. Ouais. Elle est dans le freelance. Oh, il y a trop de publicité là. Vous voyez, est-ce que quoi qui est en train d'étudier à l'INSAE? Il n'y a pas une seule fois qui est d'aller travailler à l'INS. Il y a d'autres fois. Certains de vos anciens travaillent dans le privé. D'autres, ils ont monté leur propre cabinet. D'autres, ils sont dans le freelance. Mais quoi? Où est-ce que tu vas aller? Monsieur Guindo qui était là, vous le connaissez, non? Il travaille pour qui? Pour personne. Il est son propre chef. Il a créé son propre cabinet. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Elle, par exemple, ça, c'est les publicités. Elle, par exemple, ouais, elle est dans l'entrepreneuriat et dans le freelance en même temps. Elle ne travaille pas pour quelqu'un qui l'embauche. Elle peut travailler pour toi. Oh là là, mais il y a trop de publicité là. C'est elle-même. Ouais, elle est une statisticien économiste. Elle est partie en France, mais elle s'est rendue compte que là où elle serait beaucoup plus à l'aise, c'est de travailler pour son propre compte. Même si on ne paye pas beaucoup d'argent, mais il faut mettre en place un modèle qu'il faut développer. Elle fait des formations, elle les fait sur YouTube. Si tu veux un travail spécifique, elle te forme, et ainsi de suite. Pourquoi pas? Mais vous ne pouvez pas dire j'ai mis l'objectif. Quel est ton objectif, toi, après l'obtention de ton diplôme à l'école? Hein? Ce n'est pas à la sortie de l'école qu'on embauche automatiquement. Donc, toi qui fais l'AS, moi, je te conseille de commencer à te préparer au freelance. Maintenant, après l'obtention de ton diplôme, il y a quelque chose que tu vois fréquemment, mais je ne suis pas pour ça. C'est d'aller automatiquement continuer les études.
Après l'obtention de ton diplôme AS, va travailler d'abord 1 an avant de t'inscrire en master. Là, tu gagneras beaucoup d'expérience. Si vous remarquez, les gens qui ont un diplôme TSS ou AS, licence, ils commencent à travailler. Avant de faire le cours ISA, ils ont beaucoup plus de visibilité que l'étudiant qui est venu directement du lycée. Parce que l'étudiant qui vient du lycée, il n'a pas de visibilité sur le monde professionnel. Alors que l'autre, il a travaillé en entreprise, il sait comment étudier. Il se concentre dans ce qui l'intéresse et il accélère. Ça vous permet de gagner du temps, ça vous permet de gagner de l'expérience. Mais si votre objectif est d'aller travailler dans l'Institut national statistique de votre pays, là, c'est le diplôme qui compte. Vraiment, c'est le diplôme qui compte. La seule chose, la plus grande chose qui compte, c'est le diplôme. Si vous voulez aller travailler dans le privé, comme à Atos, à Google, à Sonatel, là, c'est l'expertise. Les diplômes comptent un peu, mais surtout l'expertise. Si vous voulez aller travailler dans le freelance, travail, on te paye, c'est terminé, tu cherches d'autres marchés, les diplômes n'ont aucune signification. C'est l'expertise technique dans un domaine. Aujourd'hui, je vous assure que celui qui est spécialiste dans un des domaines que j'ai cités ici, il peut se faire rapidement d'argent. Tu maîtrises les données satellites de la NASA ou du système européen de Sentinel, tu parviens à récupérer les données, à faire des projections, il y a tellement de gens qui en cherchent. Tu maîtrises la collecte de données avec Survey Solution, il y a des gens qui en cherchent. Hein? Tu vas aller dans l'entrepreneuriat, c'est tout de suite. Investissement aussi, c'est tout de suite. Donc, tout dépend de vos objectifs. Maintenant, si vous n'avez aucun objectif, le conseil que je vous donne, revenez ici. Revenez dans ma chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos où je vous explique ça au détail. Je pense que j'ai bien répondu. Mais allez poser des questions aux anciens. Les anciens diplômés de l'école, posez-leur des questions. Certains sont dans le public, certains sont dans le privé, certains sont dans l'entrepreneuriat, certains sont dans le freelance, certains sont dans l'investissement, certains sont dans la finance, certains dans l'actuariat, certains dans la statistique, certains dans les... Allez me demander. Moi, je suis en train de faire une formation qui est seule. Je n'ai pas de visibilité sur ce que je peux faire après. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je te dis, ah, moi, je suis dans l'entrepreneuriat, mais prépare-toi à ça si tu veux venir dans l'entrepreneuriat. Un autre va te dire, je suis à l'INS, mais l'INS, c'est ça l'inconvénient. L'INS, par exemple, l'inconvénient, tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent si tu travailles dans le secteur public. Hein? Comme moi. Tu travailles à l'INS, tu ne peux pas être milliardaire. Alors qu'un statisticien qui travaille en freelance, il peut gagner le marché de 10 millions, qui fait en un jour. Tu peux gagner beaucoup de marché en même temps. Mais quand tu es embauché par l'État, tu ne vas plus travailler pour eux, tu travailles seulement pour l'État. Ouais. Quand tu travailles à Atos, à Microsoft, tu peux avoir des salaires de 10 millions. Ce que l'IRS ne va jamais te payer parce que c'est la statistique publique. Donc, c'est là, on n'a pas beaucoup d'argent. Quand tu crées une entreprise, tu peux devenir milliardaire. Il y a un jeune Sénégalais qui a levé, il n'y a pas longtemps, 1 milliard de fonds. Il a créé une entreprise qu'il a développée dans le temps. Il a pu convaincre des investisseurs qui ont injecté 1 milliard dans son entreprise. Ouais. Bon. Globalement, c'est un peu ça la réponse. Je pense qu'il n'y a pas merci. C'est ça. Je vous laisse mon mail. Je donne déjà des cours à l'école, base de données et web scrapping. Et comme j'ai dit, je vais me rapprocher de M. Fafana. Il y a des projets que j'ai déjà expérimentés moi-même, mais une seule personne ne peut pas le faire. Je vais donner tout ça à M. Fafana pour qu'on essaie d'en faire des projets. Mais c'est des projets, pas seulement pour la recherche, qui peuvent donner l'objet de grandes entreprises. Si les étudiants sont intéressés, ils peuvent venir commencer à travailler dans ces projets. Et certains peuvent faire l'objet de sujets de fin d'études. Par exemple, l'usage de comment utiliser les données mobiles
pour produire tel indicateur. Certains en IS3 ont soutenu dans ça. Comment utiliser le web scraping? Certains ont soutenu dans ça. Comment utiliser les données AIS? Hein? Vous pouvez faire une collaboration entre le port et la NSD. Comment utiliser les données satellites de la NASA? Ou bien, un sujet même qui serait très innovant, comment utiliser les données du nouveau satellite GNSS? Il faut essayer d'être parmi les premiers à faire des produits. Maintenant, il ne suffit pas d'utiliser dans un nombre, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais essayer de créer un produit qui va calculer certains indicateurs qu'on faisait traditionnellement et tout ça gagner ça. Là, ce serait une grande innovation. Tout ça, c'est des sujets. On va le transmettre à l'école. Donc, Jean-Jacques et la M. Foucault. On va faire des projets qu'on va développer ensemble. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mon dernier mot serait de vous encourager et de vous dire que vous avez un potentiel extraordinaire sans le savoir. Maintenant, si vous vous limitez à faire des études, à avoir de bonnes notes, c'est bien. Mais c'est une seule possibilité. Tu auras laissé 99 autres possibilités. Et peut-être que ton avenir est beaucoup plus dans les autres. Donc, tu peux équilibrer en faisant les études, ayant de bonnes notes, mais en te préparant peut-être dans quelque chose. Parce que nos pays-là, vraiment, moi, vous ne vous posez pas cette question. Comment se fait-il que Europe, États-Unis, Inde, Asie, Japon, économiquement, ils sont très développés. Ils créent des ordinateurs, des souris, tout. Côté statistique, ils ont créé Stata, ils ont créé SPSS, les formules d'économie, c'est eux, les formules démographiques, c'est eux, et nous, on ne fait qu'utiliser. On est sur TikTok, on montre que je suis en train d'animer une conférence, je suis et après. Hein? Vraiment, il faut qu'on change. Même moi, j'aime bien l'approche de l'Inde. Savez-vous que l'Inde est 1000 fois plus pauvre que le Sénégal? Quelques années, ils étaient 1000 fois plus pauvres que nous. Et ils ont réussi à se développer. Comment? Entrepreneuriat, investissement et union. Le jeune Indien qui fait une formation en ingénierie statistique, tu pars le voir, il te dit, je fais mes cours, mais je me débrouille pour faire tel travail des Américains à travers le freelance. Dans un premier temps, ils ne cherchent pas l'argent. Ils disent que tu n'as même pas besoin de me payer. Laisse-moi faire ton travail, avoir de l'expérience et se résoudre. Donc, moi, je pense que c'est ça le défi que je vous lance. Ne perdez pas votre temps. Quand vous êtes sur le bus, quand vous êtes sur le train, lisez. Maintenant, il est facile d'apprendre. Nous, quand on était élèves et étudiants, il n'y avait pas YouTube. À part les livres, tu ne pouvais pas apprendre. Mais aujourd'hui, tu peux apprendre en faisant du divertissement. Hein? Sur le net, tu peux apprendre tout, des modèles d'estimation, des statistiques. Il y a tellement d'ingénieurs statisticiens qui font des cours en ligne gratuits. Il faut accélérer. Avant que le prof fait son cours d'estimation, tu peux aller apprendre tout sur l'estimation. Mieux même, tu peux voir comment on applique l'estimation dans les entreprises. Avant de faire le cours de SPSS, même chose. Donc, votre temps orienté ça vers ça. Vous êtes à l'école, discutez de sciences, discutez de technologie, discutez de projets. Hein? Mais si on doit discuter de Sadio Mané, de Sonko, de tel, vous voyez, nos statistiques nationales doivent se réinventer. Nos INS sont très, très en retard par rapport aux INS des autres pays. C'est normal. Ils ont beaucoup plus d'argent et de moyens que nous. Mais on peut réduire ce gap à travers des jeunes comme vous. La dernière chose que je vous demande aussi, vous êtes les meilleurs d'Afrique. Vous avez fait l'un des meilleurs concours. C'est dans l'une des meilleures écoles. Ne partez pas pour servir les pays. Même si vous partez en Europe, aux États-Unis, quelques années après, revenez former des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés, formez-les à distance. Mais après, 90% des diplômés de l'ENSA, ils partent s'insérer en Europe. C'est une perte, quoi, moi, de mon point de vue. Je ne suis pas contre le fait d'aller là-bas. Moi, j'ai déjà parti dans ces pays pour me former. Et après, je reviens. Donc, revenons, développons nos localités, unissons-nous, et après, les choses peuvent aller loin. Quant aux technologies dont j'ai présenté, si vous êtes intéressé, tout de suite commencez. Commencez à vous documenter, regardez les cas d'usage. Après, le reste, ça va se faire. Oui, ça va prendre du temps, mais commencez dès aujourd'hui. Donc, c'était ça. Je vous remercie encore une fois et je dis à la prochaine.
C'est ça. C'est ça. Donc, ceux qui sont en ligne aussi, je vais laisser toutes les présentations à l'autre. Même certains codes sources que j'ai documentés sur comment extraire tel type de données, les données satellites, tout ça, je vais mettre dans un dossier et je vais lui donner, quoi. Vous pourrez le télécharger après. Donc, les données. Ok, merci. Merci d'avoir assisté. Ok, merci. À la prochaine.